Bonjour, bonjour, bienvenue dans la suite de ces vidéos sur les nombres complexes. Alors là, j'imagine que le titre fait peur, exponentiel. Alors attends, déjà que les nombres complexes, oulala, mais maintenant il va nous rajouter de l'exponentiel qu'on n'y comprend rien. Rassurez-vous, ça simplifie plutôt qu'autre chose. Ça permet très facilement de se rappeler les formules qu'on a vues et les futures formules qu'on va voir. Alors, allons-y tout de suite pour la définition. Voilà, pour n'importe quelle valeur θ, parce que souvent on visualise ça comme un angle, hein, on note simplement le nombre complexe, la cos θ plus i sinus θ, que j'avais appelé rθ dans la vidéo précédente, on le note exponentiel de iθ. Oh là 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 là, mais pourquoi on fait ça? Alors, la justification la plus simple, c'est de dire, rappelez-vous, on a vu que quand on multipliait ce nombre-là pour alpha par ce nombre-là pour bêta, ça s'ajoutait. On a vu que ça, c'est le nombre complexe de module 1 d'argument θ. On multiplie par l'argument alpha, ça s'ajoute. Ça fait θ plus alpha. Autrement dit, cette égalité qu'on a vue écrite sous forme exponentielle, on a vu que si on fait EI alpha multiplié par EI bêta, ça fait EI alpha plus bêta. Et ça, c'est super cool. Pourquoi? Parce que justement, on sait bien. Vous voyez, à quelles conditions, quand on multiplie deux nombres, ça ajoute quelque chose? Ça ajoute les puissances. Donc si j'écris ce nombre-là comme ça, enfin, cos alpha plus i sinus alpha multiplié par cos bêta plus i sinus bêta, bim, c'est tout à fait logique. Cette fois, il n'y a rien. Normalement, vous savez ça, vous écrivez ça directement. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. Vous connaissez les formules sur les puissances depuis tout petit. Donc, vu ça fois ça, ça fait ça. Ok, alors on met le i, ça évite de confondre avec l'exponentielle normale des nombres réels et tout ça. Donc comme ça, on est sûr qu'on ne parle pas de l'exponentielle, qu'on parle bien des nombres complexes, avec le petit i qui est là pour marquer. Et du coup, cette formule qui était un petit peu pas simple du tout à démontrer, vous vous rappelez, j'en avais un petit peu pénible, c'était un peu pénible dans la vidéo précédente, du coup ça se rappelle, on s'en rappelle, il n'y a rien à mémoriser, c'est juste évident quoi. Oui, le nombre complexe sur le cercle, là on l'appelle EIθ, du coup hop, ça se multiplie, du coup les arguments ils s'ajoutent, ça se voit, mais automatiquement, vous voyez, on ne peut plus l'oublier quoi. Ok? Vous allez me dire, bon d'accord, mais alors pourquoi exponentielle, pourquoi pas autre chose? Parce qu'en vrai, c'est pas une notation. Je vous explique. Alors, si vous voulez savoir exactement tout le détail, il y a une vidéo complète sur l'exponentielle complexe qui est déjà sur la chaîne, d'accord? Mais que vous verrez plutôt en L2, que vous aurez vu les séries entières. Normalement, ce n'est pas pour tout de suite. Mais je vous résume en gros ce que je raconte là-bas. C'est que quand on est grand, l'année prochaine, quand vous aurez vu les séries de fonctions, les séries entières, vous allez voir que la fonction exponentielle x est ce qu'on appelle développable en série entière. Autrement dit, il existe une expression d'exponentielle x un peu comme une formule de polynôme, mais de degré infini, parce que l'exponentielle x, ce n'est pas un polynôme. Parce qu'un polynôme, si je dérive un certain nombre de fois, je tombe sur 0. L'exponentielle x, sa dérivée, c'est toujours elle-même, donc je peux dériver autant de fois que je veux, c'est jamais 0. Donc, c'est pas possible qu'exponentielle soit un polynôme, vous voyez. Mais c'est une limite d'une suite de polynômes, vous voyez, quand je prends la somme qui tend vers l'infini, on peut écrire comme ça. Donc pour chaque valeur de x donnée, c'est la limite de cette suite-là. Par exemple, E, c'est la somme des 1 sur 0 factoriel, donc 1 plus 1 sur 1 factoriel 1, donc 1 plus 1, 2, ok, ça commence bien, plus 1 sur 2 factoriel, donc plus 1 demi, 2,5, plus 1 sur 6, parce que 3 factoriel c'est 6, plus 1 sur 24, plus 1 sur 120, plus 1 sur 720, vous faites la somme des 1 sur n factoriel pour tout n, vous allez tomber sur E. La limite de cette suite, quand n tend à plus l'infini, c'est E. Et ça marche pour n'importe quelle valeur de x. Vous faites la somme de x à la puissance n divisé par factoriel n. Cette somme-là, à l'infini, ça converge toujours vers un nombre fini, et qui est le nombre e puissance x, exponentielle x. Alors, on démontre ça en L2, tout ça, c'est une autre écriture d'exponentielle x. Et vous allez me dire, d'accord, mais quel intérêt? L'intérêt, c'est qu'il n'y a que des multiplications, division par un nombre. Donc, ça me permet de définir exponentielle d'autres choses. Dès que je sais multiplier dans un ensemble et ajouter, je peux dire exponentielle de ça. Vous voyez? Donc, par exemple, pour z un nombre complexe, je dis tiens, je peux calculer z puissance n sur factoriel n. La somme jusqu'à l'infini de ça, on peut démontrer que ça converge, cette suite, dans C. Dans les nombres complexes, cette suite admet toujours une limite. Et cette limite, on l'appelle exponentielle z, par analogie avec cette formule-là. Et voilà une définition d'exponentielle z qui généralise l'exponentielle à R. On a trouvé une fonction définie sur C complet, qu'on appelle exponentielle complexe, qui fait que quand on est sur R, ça fait l'exponentielle habituelle, et puis qui est définie partout sur C. Ok? On peut même le définir sur les matrices. L'exponentielle d'une matrice, c'est défini comme la somme d'une matrice à la puissance n sur factoriel n. On démontre que ça converge, tout ça. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais vous voyez, on peut faire exponentielle de plein de trucs bizarres grâce à cette formule.
notamment donc exponentielle complexe. Alors, une fois qu'on a défini ça comme ça, évidemment, on démontre la super formule que pour tout nombre complexe u et v, on a encore la formule habituelle, c'est-à-dire qu'exponentielle de u plus v, c'est exponentielle de u fois exponentielle de v. Donc ça, c'est des nombres complexes, on peut les multiplier. Et bien on se rend compte que l'image de u plus v, c'est le produit de l'image de u par l'image de v. Ok, c'est pas simple à démontrer, mais ça se démontre. Ok, une autre propriété qui est un peu plus facile à voir, c'est que si je prends l'exponentielle du conjugué, bah du coup, comme le conjugué de z à la puissance n, c'est pareil que le conjugué de z puissance n, et puis que le conjugué, ça passe à la somme. Somme des conjugués, c'est conjugué de la somme. Bon, bah, l'exponentielle du conjugué de z, c'est le conjugué de l'exponentielle de z. Ok, ça, c'est pas très très dur à voir. Alors, c'est une somme infinie, donc c'est pas clair, mais on montre que ça passe à la limite, pas de problème, c'est continu. Ça va. Ça, c'est plus dur à démontrer. Mais du coup, si je veux calculer le module de exponentielle z, vous vous rappelez, bah, c'est la racine carrée de zz bar, hein, donc le module de z. Donc module d'exponentielle z, bah, je prends exponentielle z, je multiplie par exponentielle de z bar, mais qui est lui. Donc j'obtiens exponentielle de z fois ça fait exponentielle de z plus z bar. Mais z plus z bar, ça fait 2 fois la partie réelle. D'accord? Donc, le module d'exponentielle z au carré, c'est exponentielle de 2 fois la partie réelle. C'est l'exponentielle de la partie réelle au carré. Donc je prends la racine carrée de chaque côté, et boum, sous mes yeux émerveillés, je trouve que le module de exponentielle z, c'est exponentielle de la partie réelle de z. Si vous n'avez pas suivi le calcul, c'est pas grave. C'est juste, faites-moi confiance, vous verrez ça plus tard. Et du coup, ben, ça veut dire quoi que module d'exponentielle z, c'est 1? Ben, ça veut dire que là, exponentielle de quelque chose égale 1, c'est que ce quelque chose est 0. Vous voyez? Donc les nombres complexes de module 1, c'est justement l'image par cette fonction exponentielle des nombres, des imaginaires purs, sous la partie réelle vaut 0. Donc voilà, le module de EIθ, bah, c'est toujours 1. Donc on tombe bien sur le cercle unité, hein, avec cette définition-là. Hein, cette définition entre guillemets naturelle de l'exponentielle complexe. On voit que pour les imaginaires purs, on tombe sur le cercle, et puis que le cercle, c'est forcément un imaginaire pur. Et donc la question, c'est, voilà, il reste juste à voir pourquoi θ, c'est l'angle. Ok, alors comme ça s'ajoute là, vous voyez, quand on multiplie, on peut voir, on a une petite valeur, bah, on le fait 2 fois, ça s'ajoute et tout. Et donc il faut juste voir si ça fait bien... Si ça correspond avec l'angle dans une certaine unité, parce qu'en fait, on pourrait dire, bah, voilà, je pourrais dire, c'est ça la mesure de l'angle, ce serait une mesure de l'angle. Le θ tel que EIθ, c'est le point du cercle, je pourrais dire, tiens, c'est une nouvelle mesure de l'angle, ok, hein, voilà, je pourrais définir comme ça un nouvel angle. Non, tiens, bah, j'appelle l'angle entre deux points, bah, la valeur de θ pour que ça fasse EIθ. Ok, puis ça s'ajoute, quand on multiplie, ça fait comme l'argument, ça se passe très bien. Et en fait, c'est la même chose que l'angle normal si on le compte en radians, d'où l'intérêt des radians. Vous voyez, les matheux depuis longtemps ils disent ouais, les radians c'est pas mal parce que c'est la longueur de l'arc et tout, mais en plus, bah, il se trouve qu'on peut vérifier que exponentielle de pi, ça fait moins 1. Okay, et donc, c'est en fait, quand on a fait pi, bah, pour faire un demi-tour, l'angle nouveau, c'est le même en fait. Pi, c'est pi pour faire un demi-tour, donc pi sur 2 pour faire un quart de tour, pi sur 4 pour faire un huitième de tour, etc. C'est la même chose en fait. Donc, c'est vraiment cette égalité-là, elle est vraiment vraie en fait. Hein. Si θ, l'angle est en radian, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que les matheux prennent des radians depuis toujours, hein, parce que c'est quand même bien plus cool. Et ça, mine de rien, c'est une formule de dingue. Enfin, moi j'adore. Ça, c'est pas du tout évident, vous voyez, la somme des i pi puissance n sur factoriel n, que ça tende vers moins 1, franchement, ça se voit pas du tout. Il y a des vrais calculs, c'est compliqué à démontrer. C'est fait dans la vidéo sur l'exponentielle complexe pour les curieux, mais franchement, c'est pas simple, hein, d'accord? Et c'est une formule de dingue. Il y a à la fois e, il y a fois i, il y a fois pi, dans la même formule. Et ça fait moins 1. Si ça, vous ne trouvez pas que c'est une formule fantastique, je ne sais plus quoi faire pour vous. Je veux dire, moi je trouve ça dingue. D'accord? Avec cette définition-là, c'est évident. Hein, je remplace θ par pi, bah, cos ça fait moins 1, sinus ça fait 0. Donc, ok. Mais en fait, voilà. On peut vraiment le démontrer, et donc ça justifie qu'on a bien cette égalité-là en fait. Mais pour nous, on s'en fout. On peut faire comme si c'était une notation. Hein. Quand on est petit, on appelle juste ça EIθ, et puis hop, on peut multiplier, ça marche hyper bien, et puis voilà. Mais je voulais vous dire que c'est pas du hasard, quoi. En vrai, qu'il y a un moyen sophistiqué, compliqué et tout, mais de justifier proprement que c'est vraiment ça en fait. Incroyable. Ok. Bon alors maintenant, revenons sur Terre, plus basiquement. Donc voilà, hein, EIθ, c'est le nombre complexe ici, dans l'abscisse c'est cos θ, l'ordonnée c'est sinus θ, ça correspond donc au point du cercle, dont l'angle est θ en radian. Ok, hein, on ne dit pas EI45 pour 45 degrés, non, on dit EI pi sur 4. Il faut tout le monde se mettre d'accord. Ok, bon alors du coup, bah, le symétrique de lui, c'est l'angle moins θ, donc c'est EI moins θ. Donc le conjugué de EIθ, bah, c'est EI moins θ. Ok, jusque-là, ça va.
Donc voilà, et puis donc c'est la première formule. Et puis aussi, accessoirement, bah, exponentielle moins quelque chose, c'est 1 sur exponentielle quelque chose. Et exponentielle moins iθ, donc c'est 1 sur exponentielle iθ. D'accord? Puisque on a vu, la formule, ça s'ajoute. Hein, donc exponentielle moins iθ fois exponentielle iθ, ça fait exponentielle 0, ça fait 1. Donc ça, c'est aussi l'inverse de ça. Son conjugué est égal à son inverse. Bon, ce qui n'est pas tellement surprenant, puisque z fois z bar, ça fait 1, puisque le module est égal à 1. Donc z bar, c'est 1 sur z, bon, c'est pas non plus un truc de dingue. Hein. Mais voilà. Ok, alors ensuite, bah, si je fais un tour, enfin un demi-tour, là, bah, c'est l'opposé de iθ, c'est i moins θ. Mais en même temps, l'angle, du coup, j'ai rajouté pi. Donc ça, c'est aussi exponentielle i θ plus pi. Donc voilà, moins exponentielle iθ, c'est exponentielle i θ plus pi. Sinon, pour le démontrer très facilement, on peut dire, bah, moins 1, là, qui est là, c'est ei pi. Donc ei pi fois ei θ, ça s'ajoute, ça fait ei θ plus pi. Iθ plus i pi. Hop. Ok? Voilà, voilà. Petites formules qui ne sont pas bien compliquées, mais qui sont pratiques pour résoudre les exos. J'espère que vous les visualisez bien. Ok. Alors, donc maintenant, pour un nombre complexe, on a 3 écritures possibles. Si je prends un nombre complexe, quand je l'écris de la forme son abscisse, son ordonnée, donc son abscisse plus i fois son ordonnée, sa partie réelle plus i fois sa partie imaginaire, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique. Ok? Quand je l'écris module de z fois le cosinus de son argument plus i sinus de son argument, c'est la forme trigonométrique. Il y a des cos, des sinus, tout ça. Et puis si je l'écris module de z fois exponentielle i argument de z, ça s'appelle la forme exponentielle. C'est presque la même chose, hein, je veux dire, essentiellement, il y a les coordonnées polaires, les coordonnées cartésiennes, mais voilà, ça c'est la forme exponentielle qui est plus courte. En fait, comme on est un peu feignant, on écrit plutôt ça qu'écrire ça, parce que ça va juste plus vite, en fait. Hein. On voit le module et l'argument directement, clac. Ok? Voilà, voilà. Donc, je vous donne un exemple. Si je prends le nombre racine de 3 moins i, eh bien, si je prends le module, ça fait racine de 3 au carré 3, plus 1 au carré 1, ça fait 4. Donc, racine de 4, c'est 2 le module. Je mets 2 en facteur. Je vois que ça fait racine de 3 sur 2, moins 1 demi. Eh bien, ça, ça correspond à l'argument moins pi sur 6. Hein. Et donc, ça fait voilà, cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Et donc, ça fait 2 exponentielle moins i pi sur 6. Forme exponentielle, forme trigonométrique, forme algébrique. Ok, et comme on est feignant, on regarde plutôt celle-là et celle-là. Si on veut passer de l'une à l'autre, on prend plutôt celle-là et celle-là. Ok? Voilà, voilà. C'est juste une nouvelle façon d'écrire les nombres complexes, en fait, hein, je veux dire, finalement. Mais qui est pratique. Parce que du coup, pour les formules, on ne peut pas les oublier. Quoi, c'est plus court à écrire et puis ça fait des formules sympas. Allez, petit exercice. Donc pareil que d'habitude, vous mettez sur pause, vous cherchez et après seulement vous regardez la solution. Quels sont le module et l'argument des nombres complexes écrits comme ça? 2 exponentielle i pi sur 5, racine de 3 moins 2 exponentielle moins i pi sur 6, 1 plus ei θ, où θ est un nombre entre 0 et pi. Allez au boulot. Celui-là, il est un petit peu velu. Hein, donc, cherchez. Voilà, voilà. Allez, je considère que vous l'avez fait. Donc, le premier. Alors, 2 exponentielle i pi sur 5. Du coup, le module de Z1, vu que ça, c'est le module 1, le module, c'est 2. Donc, jusque-là, ça va. Et puis l'argument, si je divise par 2, c'est ei pi sur 5, cos pi sur 5 plus i sinus pi sur 5, donc l'argument c'est pi sur 5. C'est écrit sous forme exponentielle, on a le module et l'argument. Bon, voilà, donc l'exo il n'était pas bien dur, on va pas se plaindre, pour une fois qu'un exo n'est pas bien dur. Ok? Alors, donc celui-là, il y en a peut-être qui se sont dit, du coup le module c'est racine de 3 moins 2, et puis l'angle, l'argument c'est moins pi sur 6. Mais en fait, c'était le but du premier exo, c'est de vous faire tomber dans ce panneau-là. Parce que non, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que si vous avez un nombre sous forme exponentielle, ok, le nombre c'est le module et le en haut c'est l'argument. Mais ça, c'est pas la forme exponentielle du nombre. C'est pas parce qu'il y a un nombre fois exponentielle que c'est la forme exponentielle. Alors, c'est une petite connerie, mais presque. Mais là, en fait, le piège, c'est qu'il fallait faire gaffe, mais racine de 3 moins 2, c'est négatif. Hein, parce que c'est racine de 4, 2. Hein. Donc racine de 3, c'est 1,732, on s'en fout, en tout cas, ça multiplie 2. Donc ça, c'est négatif. Un module, ça peut pas être un nombre négatif. Hein. Donc le module de ça, c'est 1. Le module de Z2, c'est module de racine de 3 moins 2. Autrement dit, valeur absolue de racine de 3 moins 2. Donc c'est 2 moins racine de 3. D'accord? Donc le module de ça, c'est 2 moins racine de 3. Et ce qui reste derrière, c'est moins ça. Et donc moins ça, c'est ei moins pi sur 6 plus pi. D'accord? Hein, je remplace le moins par ei pi. Par exemple, et je trouve que ça fait... Donc là, c'est bien un nombre positif, donc il n'y a pas de problème, c'est le module, et ce qu'il y a derrière, c'est exponentielle de ça. Et donc pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6.
Donc, hein, ça fait 2 moins racine de 3 fois exponentielle i 5 pi sur 6. Et là, on est bien sur la forme trigonométrique. Donc, on a le module et on a l'argument. C'était le petit piège. Ok? Je préfère vous tomber dedans aujourd'hui que le jour de l'interro. Donc, voilà, faut juste faire gaffe, quoi. Donc, c'est pareil, si c'est un inconnu, vous avez une forme exponentielle, vous avez, tiens, un nombre complexe, c'est, je sais pas moi, petit x fois exponentielle iθ. Bah, si x est positif, ok, c'est le module et θ c'est l'argument. Si x est négatif, c'est non. Donc, il faut faire gaffe, vous voyez? Ok. Donc, alors, 1 plus e iθ. Ah, ça se complique. Je vous fais la méthode si on ne connaît pas l'astuce. Parce qu'il y a une astuce. Hein, et le but de cet exercice, c'est de vous apprendre cette astuce parce qu'elle est vraiment à connaître. Mais on ne le sait pas. Imaginons on ne sait pas, donc je remplace θ, uθ c'est cos θ plus i sinus θ. Donc pour trouver le module et l'argument, on commence par calculer le module. Alors le module, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré et on prend la racine. Alors on y va. Donc module de z3 au carré, ça fait ça au carré plus ça au carré. Ok, bon, on développe, identité remarquable. 1 au carré, ok, plus 2 cos θ fois 1, plus 2 cos θ, plus cos carré θ. Ok, là il y a plus sinus carré θ, donc comme je suis malin, je sais que cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc ça fait 2 plus 2 cos θ. Ok. Voilà le module. Et donc pour trouver l'argument, vous vous rappelez, sur la première vidéo, les films de l'argument, on dit, tiens, par exemple, on peut prendre la partie réelle, diviser par le module et prendre arc cosinus de ça. D'accord? Et donc on peut prendre arc cosinus de ça divisé par le module. Alors le module, c'est racine de ce truc-là, ça c'est bien positif, parce que cos θ est toujours plus petit que 1. Donc 2 plus 2 cos θ, enfin plus grand que moins 1, donc 2 plus 2 plus cos θ, c'est bien positif ou nul. Faudrait voir quand même pour θ, si ça ne peut pas s'annuler. Alors θ égale moins 1, cos θ égale moins 1, ça correspond à θ égale 3 pi sur 2, ça tombe bien, il n'est pas dedans. Donc là, entre 0 et pi, le cos θ, il ne peut pas valoir... si le cos θ, il peut valoir moins 1, qu'est-ce que je raconte? Quand θ égale pi. Donc il ne faut pas prendre pi. Voilà. En dehors de pi, on trouve ça. Mais sinon, il ne faut pas prendre θ égale pi, parce que sinon on est bien embêté. Hein. Pi, ça fait moins 1. Bref. Ok. Ça fait 0, il n'y a pas d'argument. Hein, si c'est θ égale pi. Donc il faut prendre 0 pi ouvert. D'accord? Sinon, c'est le nombre complexe 0. Bon, ok. Il n'a pas de module. Enfin, module, c'est 0. Il n'a pas d'argument. Ok. Donc voilà, petite faute dénoncée, mais c'est pas très grave. Donc on prend pas θ égale pi. Et donc dans le cas, on trouve ce truc-là. Et je vous rappelle, alors c'était le signe de ça. Enfin, il y avait un signe. C'était soit arc cosinus de ça, soit arc cosinus, moins arc cosinus de ça. Ça dépendait du signe de l'autre côté. Alors là, ça tombe bien, parce que là, pour le coup, le signe de la partie imaginaire, hop, c'est toujours positif. Hein. Entre 0 et pi, sinus, il est supérieur ou égal à 0. Donc c'était bien plus arc cosinus de ce truc-là. On est bien au-dessus de l'axe. D'accord? Donc si vous ne voyez pas tout de quoi parle, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo sur la définition de l'argument. Hein. J'ai une technique pour trouver une formule qui donne l'argument, c'est de prendre arc cosinus de la partie réelle divisé par le module, plus ou moins, suivant avec le signe de la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire est positive, donc ça fait ça. Ok? Et là, normalement, vous dites, mais c'est horrible. Et vous avez raison, c'est horrible. D'accord? Cette formule-là, elle est vraiment horrible. Donc, c'est pas ça la réponse en attendu. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais alors, comment il fallait faire? Donc, c'est là qu'attention, il y a une astuce qu'il faut vraiment connaître. Quand on voit 1 plus EIθ ou EIθ moins 1 ou EX moins 1, il y a un réflexe à avoir, c'est de factoriser par EIθ sur 2, par l'angle moitié. Ça marche tout le temps. D'accord? Même vous avez des... On va le revoir cette astuce, on va la réutiliser plein de fois dans les vidéos qui suivent. Mais voilà. Donc si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais si vous avez bien garé sur l'exo, normalement, après, vous allez vous en rappeler. Donc, si on met 8θ sur 2 en facteur, pourquoi pas? Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça fait? Je mets 8θ sur 2 en facteur. Il n'était pas dans 1, donc ça fait EI moins θ sur 2, pour que multiplié par ça, ça fasse 1. Je vous rappelle, 1 sur ça, c'est EI moins Iθ sur 2. Okay, bon, ça, c'est plus EIθ sur 2. Hein. J'avais θ, j'ai mis θ sur 2 en facteur, et il reste θ sur 2. Ok? Bon, jusque-là, tout va bien. Mais ça, c'est le conjugué de ça. Hein? EI moins θ sur 2, c'est le conjugué de lui. Donc, un nombre plus son conjugué, ça fait 2 fois sa partie réelle. Donc ça, en fait, ça fait 2 fois cosinus θ sur 2. Ouh là là, astuce! D'accord? Et cette fois, comme θ est entre 0 et pi, θ sur 2 est entre 0 et pi sur 2. Donc 2 cos θ sur 2, c'est bien un nombre positif. Donc ça, c'est le module. Et donc ça, c'est l'argument. Blam! Voilà. Le module, c'est 2 cos θ sur 2.
Alors, c'est θ différent de pi, hein, d'accord, j'ai oublié de mettre ouvert, mais ok, parce que sinon ça fait 0. Et l'argument, bah, c'est θ sur 2. Voilà. Hein, c'est l'exo d'avant, vous voyez, on a un nombre complexe, un nombre réel positif fois EI quelque chose, bah, ça c'est l'argument, ça c'est le truc. Alors, comment on aurait pu voir ça directement, géométriquement? Parce que j'aime bien, vous savez, en nombre complexe, la vision géométrique, elle est toujours sympa. Et donc, on aurait pu se rendre compte que l'argument de ça, c'était θ sur 2 avec une petite figure. Regardez, EIθ, il est là. J'ai pris l'angle θ. J'ajoute 1. Mais 1, c'était aussi le nombre qui était là. Vous voyez, au bord du cercle. Donc, le nombre qui est ici, en fait, je me rends compte que j'aurais pu passer par là, hop, et par là. Et en fait, la figure qui est ici, c'est un parallélogramme. Et même mieux qu'un parallélogramme, c'est un losange, puisque tous les angles, tous les côtés mesurent 1 ici. Hein, celui-là mesure 1, celui-là mesure 1, celui-là mesure 1, celui-là mesure 1. Or, dans un losange, les diagonales sont des bissectrices de l'angle. Donc la diagonale coupe l'angle en deux. Donc l'angle θ, il est coupé en deux, donc l'angle ici, c'est θ sur 2. Vous voyez, donc je le vois directement, quoi. L'argument de 1 plus EIθ, θ sur 2, ça pouvait se voir géométriquement, ce qui est sympa. Ok? Bon, très bien. Alors, quand même, comment on pouvait le voir avec l'exo, avec la formule d'avant? Parce que si c'était θ sur 2, ça devait se voir, avec notre arc cosinus dégueulasse. Alors l'astuce, c'est qu'il y a une formule de Trigo qui peut être pratique, d'accord, qui dit que, en fait, c'est la formule de cos de θ dont je vais reparler dans la vidéo suivante. Mais enfin, cosinus de 2θ, enfin de 2 fois alpha plutôt, c'est cosinus carré alpha moins sinus carré alpha, ou c'est 2 cos carré alpha moins 1. Enfin bref. Donc, là, je remplace, enfin θ, je dis que c'est 2 fois θ sur 2. Et donc ça, c'est 2 fois cos carré θ sur 2 moins 1. Je passe le 1 de l'autre côté. Voilà. Faites-moi confiance, on a cette formule-là, 1 plus cos θ égale 2 fois cos carré θ sur 2. On va la revoir dans la prochaine vidéo, mais il faut savoir faire ça. Hein. C'est partie des formules qui sont vraiment utiles. Hein. Ok, alors nous on avait trouvé ça. On avait trouvé arc cosinus de Storer. Alors Storer, si on regarde bien, en fait, du coup, qu'est-ce que ça fait? Du coup, en haut, c'est 2 cos carré θ sur 2. Bon, d'accord. Et puis en bas, du coup, c'est x2. Donc ça fait 4 cos carré θ sur 2. Et racine de 4 cos carré θ sur 2, ça fait 2 cos θ sur 2. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas où cos θ sur 2 est positif. Hein. Donc racine carrée de 4 cos carré θ sur 2, c'est 2 cos carré θ sur 2. Et donc en haut, j'ai 2 cos carré θ sur 2, et en bas, j'ai 2 cos θ sur 2. Ça se simplifie, il reste cos θ sur 2. En fait, cette autre grosse expression là, ça se simplifiait, ça fait cos θ sur 2. Du coup, arc cosinus de ça, c'est θ sur 2. Voilà, pim. Et voilà. Donc on aurait pu le trouver en continuant les calculs de malade. On aurait pu voir que arc cosinus de ce truc-là, ça faisait θ sur 2. Ok, je voulais bien vous montrer qu'il n'y a pas d'arnaque, on ne s'est pas gouré dans les calculs, juste c'était vachement plus dur de le faire si on ne connaît pas cette astuce. Ok? Donc celle-là, elle est vraiment à mémoriser. Voilà, voilà. Allez. L'avantage de l'exponentielle, une fois de plus, c'est qu'on va pouvoir faire des petits problèmes très simplement. Donc si je vous dis, j'ai 3 points du plan d'affixe ZA, ZB, ZC, hein, donc les nombres complexes qui donnent leurs coordonnées. Voilà, et puis je suppose que j'ai cette relation bizarre, la ZC moins ZA, divisé par ZB moins ZA égale EI pi sur 3. Alors ZC moins ZA, visuellement, il faut voir que c'est les coordonnées du vecteur AC. Hein. D'accord? Les coordonnées de C moins les coordonnées de A, c'est les coordonnées du vecteur AC. Et ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Ok? Quelle est la nature du triangle ABC, on vous demande? Bon, l'astuce, c'est de regarder le module et l'argument de ce truc-là. Le module de ça, c'est 1 déjà. Donc je vois que le module de ça, en tout, c'est 1. Oui, j'ai pas dit, vous avez mis sur pause, vous avez cherché avant, évidemment, comme d'habitude. Bon, sinon, c'est pas trop tard. Donc, module de ça sur module de ça, ça fait 1. Donc, le module de ça est quel module de ça? Donc, le module de cette longueur-là, c'est la longueur entre A et C, c'est AC. La longueur entre ça et ça, c'est la longueur entre A et B, c'est AB. Et donc, la division des deux longueurs fait 1, donc les deux longueurs sont égales. Donc déjà, AB égale AC. Donc mon triangle, il est isocèle en A. Juste avec le fait que le module de ça soit 1. Ok? Alors maintenant, je vais regarder l'angle. Si je prends donc mon vecteur ZB moins ZA, c'est ce vecteur-là. Donc l'argument de ZB moins ZA, c'est l'angle que fait entre l'axe des abscisses et cette droite AB là. Bon, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses et cette droite AB. Ok? Parce que A n'est pas forcément sur l'axe des abscisses, hein, mais vous avez compris. Donc cet angle-là, c'est l'argument de ZB moins ZA, ça veut dire ça. Okay. Ensuite, l'argument de ZC moins ZA, donc le vecteur CA, c'est cet angle-là.
Et donc, l'argument de ça moins l'argument de ça, ça fait bien l'angle entre AB et AC, donc l'angle qu'on note généralement BAC avec un chapeau sur A. Okay. Or, l'argument d'une division, rappelez-vous, l'argument de ça, c'est l'argument de lui moins l'argument de lui. Hein. Donc c'est exactement ça, c'est l'angle vert moins l'angle bleu. Donc c'est exactement l'angle BAC. Donc l'argument, cette grosse formule, c'est toujours l'angle entre l'angle en A du triangle ABC, dans le sens BAC, hein, parce que ça a un signe, un angle. Hein. Ok. Dans l'autre sens, on a trouvé moins pi sur 3. Quoi. Bref. Ça marche tout le temps. Donc là, nous, l'argument de lui, c'est facile, c'est pi sur 3. Donc on trouve que BAC, c'est pi sur 3. Donc j'ai un triangle isocèle avec un angle qui vaut pi sur 3. Boum, c'est un triangle équilatéral. Et voilà. Ok. Alors oui, sur ma figure, c'est pas ça, parce que là, j'ai pas pris AB et AC de même longueur. Mais je voulais juste illustrer l'histoire de l'angle. Ok. Si je connais juste l'argument de ce nombre-là, je sais l'angle entre AB et C. L'angle en A du triangle ABC. Et là, en plus, je connais le module, donc c'est boum. Bah, juste cette formule-là, ça me prouve que ABC est un triangle équilatéral. Façon un peu compliquée de dire qu'un triangle équilatéral, mais moi je trouve ça très joli. Ok. Une autre façon de le voir, c'est de se dire en fait, je multiplie ZB moins ZA, donc ce côté-là, je le multiplie par EI pi sur 3, autrement dit, je garde la longueur et je tourne de pi sur 3, bah, j'obtiens un triangle équilatéral. Et on peut le voir d'une autre façon. Prends avec un vecteur, on multiplie par EI pi sur 3, ça veut dire on tourne, on garde sa longueur et on le tourne de pi sur 3. Bah, du coup, ce qu'on obtient, ça fait un triangle équilatéral. Dans l'autre sens, justement, comme ça, là, bah, regardez, si je prends AB, j'ai un angle droit, ça veut dire que j'ai AB, j'ai multiplié par I pour trouver AC. Donc autrement dit, ZC moins ZA, c'est I fois ZB moins ZA. Donc ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale I. Si et seulement si, bah, mon triangle, il est rectangle isocèle en A. Un autre exemple, tiens, quel rapport il y a entre ZQ moins ZM et ZP moins ZM? Alors par quoi il faut multiplier celui-là pour obtenir celui-là? Ah, alors attention, ils ne sont pas de même longueur déjà. Donc il ne faudra pas multiplier par un nombre de modules 1. D'accord? Si cette longueur-là, c'était, je ne sais pas, petit a, bah, du coup cette longueur-là, c'est racine de 2 fois petit a. Vous savez, la diagonale du carré, c'est racine de 2 fois le côté du carré. Hein, c'est Pythagore, je vous laisse vérifier. Donc il faut multiplier par un nombre de modules racine de 2. Et puis là, l'angle qu'il y a entre les deux, c'est facile, c'est pi sur 4. Donc l'argument, c'est pi sur 4. Autrement dit, bah, ZQ moins ZM, c'est racine de 2 fois EI pi sur 4 fois ZP moins ZM. Ok? Voilà, je vous ai mis cet exemple-là en disant, bah tiens, voilà, c'est sympa, c'est pour exemple, tiens, on multiplie la grandeur par racine de 2, et puis on fait tourner de pi sur 4, hop, on multiplie par racine de 2 et pi sur 4. Puis après, j'ai calculé ça, je peux simplifier quand même, et puis j'ai vu que ça faisait 1 plus I ZP moins ZM. Et là, je me suis dit que j'étais bête. Parce que MQ, dire que c'est MP plus I fois MP, c'est ce vecteur-là, comme on vient de le voir. Et bah donc, lui plus lui, ah bah ça fait MQ. Donc en fait, j'aurais pu le voir directement, que c'était 1 plus I fois ça. C'est un peu ballot de passer par racine de 2 et EI pi sur 4. Mais sur le moment, je vous avoue que je n'ai pas vu. Moi, tellement habitué, je dis, attends, par quoi? Combien on augmente l'angle? Combien on augmente la longueur? Plam, plam, plam. Et après, je me suis dit, bah, c'est débile en fait. Je veux dire, MQ, ça se voit quand même que c'est MP plus PQ et que PQ, bah, c'est MP fois I. D'accord? Parce que ce soit ce vecteur-là ou ce vecteur-là, c'est le même. Un vecteur, on peut le mettre où on veut, quoi. D'accord? Donc voilà. Mais bon, comme quoi, on est content quand même quand on a compris ça. Vous voyez, si on maîtrise un petit peu cette idée d'augmentation de l'argument et de multiplication des modules, on peut visualiser plein de trucs en géométrie. On va s'en servir pour résoudre des problèmes plus tard. On en a déjà vu avec les carrés, etc. précédemment, et puis on va en voir d'autres plus tard. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous voyez que l'exponentiel, ça peut être bien pratique en fait. Bon, essentiellement, c'est juste pour une notation pour que ça aille plus vite. Hein. Et puis en plus, ça aide à se rappeler les formules. Donc voilà. Mais tout le monde l'utilise tout le temps, du coup, donc il faut savoir ce que c'est. Parce que si en vrai, ce n'est pas indispensable, bah, comme tout le monde l'utilise, il faut le maîtriser. D'accord? C'est juste une question de vocabulaire, d'habitude, de notation. Quoi. Sur ce, bah, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, une petite scène post-crédit. Merci à tous ces charmants tipeurs qui me soutiennent parfois depuis 5 ans. Donc voilà, c'est grâce à vous que je peux me payer des bières, que je peux faire la fête avec les copains pour me détendre, et c'est super cool. Non, en plus, en vrai, ça sert aussi à payer les études des gamins, parce que là, j'ai 3 gamins en études supérieures, donc là, en ce moment, il faut donner l'école, il faut faire des trucs pour récupérer des sous. Hein, donc Tipeee, ça tombe très bien. Bon, bref, donc merci infiniment à vous.
Je vous fais des bisous, bisous. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ces petites vidéos, ça un complexe là. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez éventuellement, hein. N'hésitez pas, que ce soit dans les lives ou dans les commentaires. Et puis voilà, j'ai essayé de prendre une pédagogie un petit peu différente de d'habitude, voilà, mais bon, j'espère que ça a marché. Et puis, dans ce qui vient, on va faire des trucs super. Enfin, je vous en dis pas plus, je ne vais pas tout spoiler. Allez, ciao, ciao.